Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent De Wolf. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe MR au Parlement bruxellois et aussi bourgmestre d'Etterbeek. Première question, on en a parlé beaucoup ce week-end et ça reste encore un petit peu comme ça dans les jours d'aujourd'hui. C'est les suites des sondages publiés qui donnaient vraiment de mauvais résultats de manière générale pour les partis traditionnels, mais il y en avait un qui souffrait davantage que les autres, c'est le CDH. Est-ce qu'à Bruxelles, le MR va manger le CDH comme l'a proposé Louis Michel ? Écoutez, moi je ne suis pas un analyste politique, simplement je peux m'exprimer. Vous êtes un homme politique quand même. Je peux m'exprimer évidemment sur ce genre de situation. Mais on observe évidemment que le CDH, à chaque sondage et à chaque élection, descend et fortement sur Bruxelles. Mais moi je pense que c'est ce que nous avons dénoncé à plusieurs reprises, c'est que le CDH est vraiment accolé au PS. Le CDH n'a plus, mais ça je le lis dans la presse hier, des responsables politiques du CDH disent eux-mêmes on doit refaire notre stratégie, on doit refonder notre doctrine. Alors le MR par exemple avait fait un texte doctrinal approfondi en 2010, on a spontanément il y a plusieurs mois commencé avec Richard Miller, moi j'étais associé avec d'autres, on a fait des dizaines de réunions dans toute la Wallonie et Bruxelles avec les militants. C'est important d'avoir un message. Le CDH doit faire ça aussi. Ben évidemment. Et je vois que les militants ou les responsables du CDH le disent, donc ils sont en crise. Il y a eu le plan Watley, il y a eu le départ de Milquet, mais il n'y a surtout pas de vision. Il n'y a pas de vision sur demain des Bruxellois. Qu'est-ce qu'on leur propose au CDH? Mais très rapidement, est-ce que le maire doit accueilir le CDH comme il y a eu à un moment donné l'alliance avec le MCC? L'idée, c'est que dans la mesure où ils n'ont pas de doctrine, je suis un peu fort dans ce que je dis, mais on voit qu'il y a quand même un basculement. Nous sommes le premier parti aujourd'hui à Bruxelles, donc on a dépassé le PS assez durablement maintenant depuis les élections. Mais il y a, semble-t-il, quand même pas mal d'électeurs CDH, anciens PSC, qui naturellement viennent en partie vers nous. Donc il peut y avoir, mais par l'électeur, par la base, une absorption aussi. N'êtes-vous pas surpris, voire même un peu jaloux du succès des ministres NVA en popularité dans les sondages à Bruxelles? D'abord, il ne faut jamais être jaloux, hein, ce n'est pas une bonne valeur. Mais ce sont des Flamands NVA qui sont devant des francophones, et notamment devant pas mal de MR. Le problème des sondages aussi à Bruxelles, c'est qu'on mélange des personnalités fédérales et des personnalités régionales. Or, il est évident que l'accès à la médiatisation, je dirais la vision qu'on peut avoir dans le public d'une personnalité politique, on n'a pas le même accès dans les médias quand on est régionaux. C'est en grande partie dû à ça, à mon avis. Si on avait des sondages sur Bruxelles qui se limitaient aux personnalités politiques bruxelloises, on aurait un autre schéma. Il y aurait certainement moins de NVA. Alors, beaucoup de couacs pour la fête du sacrifice cette année, malgré l'installation d'un abattoir modulaire spécifique pour toute la région. Le bourgmestre de Schaerbeek parle d'un échec cuisant. Le ministre-président a fait ses excuses auprès de la communauté musulmane. Qu'en pense le bourgmestre d'Etterbeek? Le bourgmestre d'Etterbeek pense que ce n'est pas parce que la région porte un dossier qu'un coup ça va mieux. On va en parler dans la mobilité, on peut en parler dans plein d'autres dossiers. Et ici, c'est quand même, je suis d'accord sur le terme échec cuisant, je dirais que c'est assez lamentable, parce que voilà que la région nous écrit, j'ai reçu une lettre, je l'ai ici avec moi, du 18 juillet, Vervoort écrit à tous les bourgmestres et dit dorénavant interdiction d'abattage temporaire sur 4 ou 5 communes comme c'était prévu dans le passé. Nous allons tout centraliser, nous allons tout mieux gérer. Interdiction de transport par les personnes elles-mêmes et obligation de passer par une firme qui a été désignée par marché public. C'est un désastre, évidemment. Donc il faut revenir à la situation d'avant pour vous? En tout cas, ils ont démontré leur échec. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de concentration à un seul endroit avec un grand nombre de personnes qui doivent être présentes et les moutons qu'il faut amener? C'est un problème a priori peut-être simple à résoudre, mais ça a très mal fonctionné. Et donc, moi je crois qu'il doit faire une analyse, qu'il faut associer les communes et qu'il faut prendre la meilleure décision pour que dorénavant ça n'arrive plus. Certains disent aussi pourquoi est-ce que c'est l'État, les régions, les communes qui doivent s'en occuper? Est-ce qu'on ne peut pas laisser les privés s'en occuper? Ça, c'est un débat, il y a deux débats là-dedans. Je veux dire qu'il y a le débat plus philosophique, mais je crois que si les communes d'abord
Et puis la région se sont saisies de ce dossier, c'est pour des motifs sanitaires et d'hygiène. Parce qu'il y a une question effectivement, de ne pas permettre que des abattages aient lieu dans des jardins, que l'on trouve des carcasses sur des trottoirs. Et ça, je pense que c'est le côté de la santé publique, de l'hygiène, de la sécurité, qui fait que l'ordre public exige que les pouvoirs publics prennent cet élément-là en charge. Alors au MR, vous avez placé votre entrée sous le signe de la mobilité. Alors on peut penser qu'avec l'annonce du métro Nord, vous allez être soulagé, heureux de voir qu'il y aura cette branche de métro qui va s'ouvrir en 2025. Ce n'est pas nécessairement dans votre plan, mais c'est une annonce qui va améliorer la mobilité. Vous êtes content ? Alors, écoutez, on ne va pas faire le jeu de l'opposition qui dit on est toujours mécontent, toujours quelque chose à dire. Mais restons quand même calmes et pondérés par rapport à ça. Ce n'est en rien une nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau, dont il faut se réjouir. D'abord, je rappelle que pendant 10 ans, 12 ans, le gouvernement n'a rien fait en termes de métro. Ça commence seulement maintenant. Nous l'avons dénoncé. Je rappelle que la dernière station qui a été inaugurée, c'était Erasme avec le ministre Asquin qui avait initié le dossier. Moi, j'ai, avec les parlementaires du groupe, à plusieurs reprises interpellé pour dire « Mais quand est-ce que vous allez lancer la mobilité électrique? Quand est-ce que vous allez lancer les programmes métro ?» Pourquoi vous ne dites pas que c'est une bonne nouvelle alors? Parce que je dis d'abord qu'on a perdu 10 ans, et c'est dommage. Ces 10 ans, ils sont perdus. Et on voit qu'il faut 10 ans avant que la première station ne s'ouvre, c'est 2025. Alors, c'est bien. C'est bien. Je dis aussi que c'est aussi en grande partie grâce à l'État fédéral. C'est un exemple de collaboration entre l'État fédéral avec le ministre Didier Reynders de Belleris et la région. Donc il y a quand même un financement important qui vient du fédéral et c'est normal, mais ça doit aussi être souligné. Ce n'est pas un mérite uniquement régional. Mais ça ne résoudra pas en soi uniquement les problèmes de mobilité. Il y a tout le problème aussi du métro vers Uccle qui doit se résoudre. Et là, il y a un dossier qui est ouvert aussi. Il y a un dossier qui est ouvert, mais voilà, je crois qu'on peut encore mieux faire, mais ça va dans le bon sens. J'ajoute un petit bémol, c'est le problème de Pulsar. Donc il avait été promis que la vitesse des métros serait multipliée par 2, que donc on passerait de 2,5 à 1 à 1 minute 3. Et puis Pulsar a été abandonné pour des motifs de gestion financière. C'est reporté aussi à 2025. Et nous avons fait des propositions, effectivement, c'est un métro plus rapide qu'on a dû c'est un métro automatisé. C'est un métro automatisé, sans chauffeur. Et ça, on n'y arrive pas. Je rappelle que, sauf erreur de ma part, à Lille, c'est depuis 20 ans que ça fonctionne à la satisfaction des Lillois. Alors, revenons sur votre plan mobilité OMR. Vous aviez 17 idées en matière de mobilité. Oui. Alors, une des idées phares, c'était de revoir un peu l'espèce de tax shift au niveau de l'automobile, taxé en fonction du score écologique. Est-ce que là, vous pensez que vous pouvez convaincre tout le monde d'être derrière vous là-dessus, sur le score Alors, donc, écologique? On est 17 parlementaires, on a fait 17 propositions. On ne va pas exposer tout. On n'aura pas mais l'une des propositions, c'était une détaxation. Donc c'est un bonus fiscal. On sait qu'aujourd'hui, il y a 2 taxes, la taxe de mise en circulation, la taxe d'immatriculation et de circulation. Et donc ces 2 taxes-là produisent un montant annuel et on considère, nous, qu'on pourrait faire un effort au niveau régional de prendre 30% de ce montant. Cela fait 56 ou 57 millions d'euros que l'on rendrait aux contribuables qui font l'effort de santé publique, d'environnement, de qualité de la vie, très important pour les Bruxellois, d'avoir des véhicules qui ont un éco-score, donc un niveau de respect de l'environnement qui est supérieur à la moyenne. Ça nous paraît être un projet qui doit faire l'unanimité. D'autant plus qu'il vient compléter la zone de basse émission qu'avec un Charlotte d'Ursel, on avait à plusieurs reprises, depuis longtemps, demandé et qui va finalement s'instaurer. Alors une autre idée phare, c'est prolonger le Léopold II par un tunnel sous Charles Quint. Oui. Pourquoi rajouter un tunnel alors qu'on a plutôt l'impression que les tunnels, on en a ras-le-bol? Non, d'abord les tunnels, on n'en a pas ras-le-bol. Les tunnels ont été mésestimés, n'ont plus été entretenus. On a failli y avoir des catastrophes terribles à Montgomery. Mais la preuve est faite puisque 3 fois déjà on reporte la date d'ouverture. Ce sera maintenant décembre. Mais on sait très bien qu'il y a un goulot d'étranglement quand on quitte le tunnel sous la basilique, que l'on sort derrière la basilique vers l'autoroute qu'on appelle de la mer quand on est bruxellois. Eh bien là, notre idée, c'est effectivement, et le module de financement doit être trouvé à différentes possibilités, il y a le PPP, il y a d'autres choses, mais c'est un morceau de tunnel qui pourrait être creusé sous l'avenue Charles-Quint vers l'autoroute de la mer. Ça améliorerait très fortement la fluidité et nous pensons que c'est utile compte tenu des projets aussi d'élargissement du ring et de l'intensité dans le respect de la circulation, dans le respect de la qualité de vie des Bruxellois qui vivent le long de cet axe. Réponse très courte. Hier, Yvan Mayer ici a dit qu'il y a 30% de voitures de trop à Bruxelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Alors, moi, je suis d'accord de dire que oui, mais
c'est toujours la même chose. Nous, on n'est pas pour la politique menée par la région. On oblige à diminuer le nombre de voitures sans préalablement ou en même temps avoir des solutions alternatives de qualité, lutter contre les ruptures de charge, augmenter le métro, la vitesse des transports en commun. Et on avait aussi, nous, un système Optimo de Lyon, qu'on j'expliquerai une autre fois. Merci sur le Vincent transport. De Wolf. On se retrouve demain avec une autre interview, un autre invité. Bonne journée, bonne soirée.